Vous avez évoqué tellement de questions que j'ai un petit peu de mal à savoir par laquelle je vais commencer. Peut-être sur, puisque vous parlez beaucoup de... et que c'est un peu notre objet, nous autres ethnologues, le citoyen ordinaire, les gens ordinaires, commencer par le mouvement associatif. Il se trouve que j'ai beaucoup étudié le mouvement associatif à des reprises différentes. Et par exemple, à la demande du ministère de l'Environnement, ça s'appelait comme ça avant, tout ce mouvement autour de la recherche des espèces en voie de disparition, et qui a été certainement à l'origine de l'institutionnalisation du patrimoine végétal. Tout n'est pas réglé ni par les pouvoirs publics, ni par les professionnels. Il y a aussi cette demande citoyenne qui s'exprime et qui peut amener des choses inédites, produire des choses inédites. Comme par exemple le mouvement des jardins partagés, qui a vraiment été à l'origine une demande sociale, disons. Et par ailleurs, je voulais le dire aussi, je m'intéresse depuis très très longtemps à la façon dont les paysagistes, comme profession, qui est une profession pour laquelle j'ai une grande estime, une grande curiosité, répondent à cette demande sociale et à la façon dont elles s'expriment. Alors ils répondent d'abord, bien sûr, à la commande publique, mais la commande publique elle-même relaie une demande sociale, donc les choses sont enchevêtrées. Et depuis longtemps, je suis la façon dont... jouant sur la polysémie du terme de paysage, les paysagistes s'adaptent aux différentes variations de la commande publique et de la demande sociale pour eux-mêmes trouver leur pouvoir créateur à travers ces différentes notions qui émergent dans la société civile. Car je voudrais ajouter une chose qui me paraît importante, c'est que ces notions mêmes de l'écologie évoluent, et que, là encore, les paysagistes doivent s'adapter à une demande de nature écologique, mais la demande écologique elle-même évolue. Par exemple, pour les grands moulins, la grande question, c'était la récupération de l'eau des toits qu'il fallait résoudre. Dans le jardin naturel, pour la première fois, et ça a été vraiment l'œuvre des paysagistes, de transformer une demande qui était celle d'un point d'eau en une mare. Et cette mare, elle est devenue un prototype, puisque depuis, des quantités de mares ont été créées. C'est devenu un espèce de motif paysager à must. D'une certaine façon, il fallait partout des mares. Il y en a eu beaucoup dans les jardins partagés notamment. Et c'est vraiment eux qui avaient... installer cette mare avec cette allée en décaissé qui permettait de regarder le bord de la mare et sans que les enfants, par exemple, courent aucun danger, regarder la surface de la mare et toute la faune les mollusques, les insectes, les amphibiens, etc., qui y prospéraient. Et j'en profite pour dire que c'est important parce que une des idées nouvelles apportées par l'écologie urbaine, c'était le fait de faire sa place à la fois à toutes les formes de sauvage. C'était l'irruption de sauvage il y a 15 ans dans la commande publique. Le jardin naturel en est encore un très bon exemple parce que c'était, je pense, la première fois il y a presque 15 ans maintenant que s'offrait dans un jardin public le spectacle de prairies qui fleurissaient au printemps mais qui fanaient et qui séchaient à l'automne.
Et c'était un spectacle diversement apprécié, j'imagine, mais en général bien apprécié de ceux qui fréquentaient ce jardin, ce qui m'a frappé aussi. C'est un sauvage, disons, très artificiel, disons-le carrément. Vous savez que la mare elle-même, c'est une cuve en béton avec un plastique étanche et on a mis dedans de la vraie vase d'étang. Donc, c'était vraiment de la part du commanditaire et qui a été très bien relayé par le professionnel, une volonté pédagogique qui était à l'œuvre. C'est tout ce qui justifiait tout le côté très artificiel de ce jardin où on triait les espèces pour être sûr que le colza qui venait de la terre rapportée qui avait été installé là, ou que les plantes échappées du Père-Lachaise qui surplombent le jardin, on les triait pour qu'il n'y ait que des espèces indigènes d'Île-de-France. Donc c'est extraordinairement artificiel comme démarche. Et en même temps, c'est un artifice qui est justifié par la volonté de faire connaître au public ce que sont des plantes non cultivées dans les milieux d'Île-de-France. Donc la justification est entièrement pédagogique. Alors je me suis évidemment beaucoup intéressée aux jardins partagés parce que depuis longtemps, je m'étais intéressée aux jardins familiaux. Et aux jardins de banlieue, aux jardins attachés à la maison pavillonnaire. Et dans les jardins partagés tels qu'ils se sont développés, on retrouve aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une demande sociale, puisque c'est un mouvement associatif, des associations qui se sont formées dans les quartiers qui ont poussé à la création de ces jardins. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont l'exemple est venu d'ailleurs. Les exemples viennent souvent d'ailleurs. Pour les jardins ouvriers d'autrefois, l'exemple venait d'Allemagne et des pays de l'Est. Et pour les jardins partagés, l'exemple est venu des États-Unis et de ce qui s'était passé à New York autour des community gardens qui avaient été créés, des green guerillas et de tout ce mouvement qui avait consisté à vouloir se mobiliser autour de friches, de petites friches. Ce sont des petits espaces, souvent des dents creuses, et d'en faire, au lieu d'espaces entourés de palissades qui restent parfois souvent des années en attente d'un projet immobilier, d'en faire des espaces cultivés par les habitants du quartier. L'idée de la pionnière des Community Gardens de New York, Liz Christie, qui lançait des bombes de graines, c'est-à-dire des sachets de graines à travers les palissades pour que les jardins fleurissent. Là, c'est une idée qui a été reprise donc en France par des associations qui ont été très soutenues, il faut le mentionner, par la Fondation de France, qui a donné des crédits pour que des initiatives de ce genre soient soutenues. Il est arrivé à plusieurs reprises, pour ne pas quitter la question des jardins partagés, que des paysagistes aménagent un terrain pour accueillir un jardin partagé. Ça a été le cas de Papille et Papillon, qui est toujours dans ce quartier du 20e où il y a beaucoup de jardins, parce que au passage, c'est quand même dans les endroits qui manquaient le plus d'espace vert public que la demande de ce type de jardin a été la plus forte. Donc il y a eu Papille et Papillon, rue Gasnigui. Il y a eu le jardin partagé de la rue Villemain, du square Villemain, qui est un jardin partagé installé en plein dans un square public, ce qui est une formule qui se multiplie actuellement plutôt que dans d'autres endroits d'ailleurs. Et bien dans ces deux cas-là, et il y en a d'autres, c'est un paysagiste qui a dessiné le jardin. Et pour ce qui est du jardin partagé du square Villemain, c'est un très très beau jardin qui est installé avec une forme arrondie qui est une belle forme. C'est un paysage inédit que celui des
jardin partagé avec un espèce de foisonnement où se mélangent les fleurs et les légumes de façon très inédite, vraiment. C'est un paysage particulier et j'aime beaucoup ce paysage-là qui mélange un peu tout, des fleurs, des légumes, des sculptures parce qu'on a organisé des expositions de culture dans cet endroit, des traces comme ça différentes, d'activités, et qui sont aussi des endroits où les enfants, et je pense que c'est très important, peuvent apprendre à venir voir comment pousse une carotte ou une tomate ou une fraise, venir même en cueillir à la saison, même si c'est une production tout à fait exiguë, très très petite. C'est dans ces petits endroits qu'on retrouve la notion du temps, la vraie notion du temps. Le temps, c'est le temps que ça pousse, et c'est une vertu fondamentale de ces petits jardins, de retrouver cette notion du temps-là, je pense. J'ai eu récemment l'occasion de voir planter des asperges et des griffes d'asperges. Les jardinières parisiennes qui plantaient ça, elles n'en avaient jamais vu, elles étaient excitées comme tout. Et elles savaient bien que ça mettrait 3 ans avant de produire de vraies asperges, mais elles étaient prêtes à attendre tout ce temps pour voir comment ça allait se passer. C'est formidable. C'est toujours très impressionnant de voir comment, par exemple, des gens d'origine vietnamienne viennent dans ces jardins partagés planter les plantes de leur pays ou d'autres encore. Et c'est une façon de s'acclimater soi-même que de planter sur ce sol qui a été étranger pour eux à une plante de leur pays. Ça, c'est un phénomène que j'avais beaucoup étudié dans les jardins familiaux il y a plusieurs années, où ce qui me frappait beaucoup, c'est que les Italiens ou les Portugais venaient planter les plantes de leur pays. Alors maintenant, ce qu'on voit dans les jardins partagés, c'est plutôt des gens qui viennent de bien plus loin encore.